Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 8 juin 2022. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ce matin, on est en légère baisse sur les bourses européennes. On a eu des prévisions de croissance revues à la baisse de la part de l'OCDE et des entreprises qui ont aussi revu euh, leurs prévisions, en tout cas de résultats, à la baisse à cause bien de l'inflation ou de stocks trop importants, notamment dans la distribution. Effectivement, on a quand même eu une deuxième, je dirais, séance consécutive de hausse hier, portée notamment par les titres du secteur de l'énergie, mais aussi quand même quelques valeurs technologiques. Maintenant, on a eu quand même des prévisions décevantes justement, notamment de la part de Target, qui ont quand même pesé sur le secteur de la distribution, puisque le géant de la distribution a prévenu que ses marges seraient plus restreintes que prévu au deuxième trimestre, notamment du fait de stocks trop importants que l'enseigne prévoit d'écouler à coût de promotion. Donc ça, c'est pas une bonne chose pour les bénéfices à venir pour les prochains trimestres. En plus, après avoir couru derrière la demande durant des mois, handicapé par des perturbations majeures sur la chaîne d'approvisionnement, plusieurs distributeurs ont récemment fait état d'inventaires trop élevés par rapport au regard des ventes. Donc là, pareil, on commence à avoir des entreprises qui, je ne dirais pas tirent la sonnette d'alarme, mais commencent peu à peu à revoir leurs prévisions de vente de bénéfices pour le deuxième trimestre. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on a eu en plus Amazon qui a revu pareil ses bénéfices à la baisse. Donc on sent vraiment qu'on a un climat qui commence à se tendre un peu plus pour les sociétés. Certains arriveront toujours à tirer leur épingle du jeu, d'autres au contraire risquent un peu de subir les conséquences et les conséquences économiques et aussi le resserrement monétaire et la hausse des taux prévus par les banquiers centraux. Donc là, très clairement, autant je trouve qu'on a eu un premier trimestre plutôt bon, assez encourageant, autant la saison des résultats du deuxième trimestre qui débutera fin juillet s'annonce quand même un peu plus compliqué pour les entreprises américaines, mais aussi européennes. Maintenant, à court terme, eh bien, tous les opérateurs ont déjà finalement le regard braqué vers la publication vendredi de l'indice des prix CPI pour mai, qui renseignera finalement sur la trajectoire de l'inflation aux États-Unis et accréditera ou non la thèse d'une décélération. Pour rappel, actuellement, taux d'inflation 8,3 aux États-Unis, le consensus s'attend à ce que le chiffre n'évolue pas. On attend de nouveau un taux d'inflation à 8,3%. Donc là, reste à savoir comment les marchés vont interpréter ce chiffre. En tout cas, si on a une stabilisation, voire un léger recul, peut-être qu'on peut espérer attendre des messages un peu plus souples de la part de la Fed et envisager une hausse de taux de 25 points de base à partir du mois de septembre. En revanche, si au contraire on a une grosse stabilisation, je dirais même, imaginons que l'inflation reparte, car on a quand même toujours une belle poussée au niveau des prix de l'énergie et des matières premières. Donc si l'inflation repart un peu, ça risque d'être compliqué d'avoir des messages plutôt rassurants, accommodants à partir de la semaine prochaine de la part de la Fed. Et dans ce cas, elle sera finalement de nouveau obligée de prévoir une hausse de 50 points de base peut-être au mois de septembre. Pour rappel, rappelez-vous, il y a encore ça 2 semaines, les marchés anticipaient une pause et aujourd'hui on essaye de savoir si la Fed va finalement procéder par tranche de 25 points de base après l'été. Concernant l'Europe, ce matin, léger recul, comme je vous le disais, en début de séance, pénalisé forcément par les craintes persistantes sur l'inflation et les politiques monétaires des banques centrales, auxquelles s'ajoute aussi le nouvel avertissement de Crédit Suisse sur ses résultats trimestriels. Donc là, on a quand même, vous voyez, des gens de la tech qui revoient un peu leurs prévisions, la grande distribution
pareil, qui prévoient d'écouler leur stock en faisant des promotions, et les bancaires, pareil, qui, dans un environnement généralement favorable, qui évoluent dans un environnement favorable avec la hausse des taux, revoient quand même à la baisse leurs résultats trimestriels pour le Q2. Donc ça commence à faire beaucoup. Voilà pourquoi je pense qu'on risque d'avoir quelques surprises et des profit warnings ne seraient pas à exclure, en tout cas à partir du deuxième trimestre. Maintenant, on constate finalement que ces éléments de marché ne permettent pas de prolonger le rebond suite à la clôture positive de Wall Street, ni même grâce à la progression, je dirais, des marchés asiatiques, puisqu'on a quand même les rendements des emprunts d'État qui repartent à la hausse, un mouvement favorisé justement par les anticipations concernant le resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales. Donc là, pareil, l'accélération des rendements obligataires plus l'envolée, je dirais, enfin, la poussée, la nouvelle poussée des prix de l'énergie et des matières premières limite la prise de risque. Ça suscite des craintes concernant la trajectoire de l'inflation. Et d'un autre côté, on a des opérateurs qui ne vont pas finalement prendre de risques à 24 heures de la réunion de la BCE et du discours de Christine Lagarde. Donc là, pareil, on risque d'avoir toujours cette phase de consolidation dans des ranges pour l'ensemble des indices. Et à mon avis, soit la BCE, soit l'indice des prix à la consommation qui sera publié vendredi, donnera finalement le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel sur les marchés. En plus de ça, on a eu l'OCDE qui a aussi abaissé ses prévisions de croissance en raison également des répercussions de la guerre en Ukraine. Et selon ces projections, la croissance du PIB mondial devrait désormais ralentir fortement cette année pour s'établir autour de 3% et maintenir ce rythme en 2023. Et pour rappel, en décembre dernier, l'OCDE prévoyait quand même une croissance de 4,5% en 2022 et de 3,2% en 2023. Donc, révision à la baisse de la croissance pour les grandes économies mondiales et inflation toujours élevée, ce qui suscite forcément les craintes d'un ralentissement économique, d'une probable récession à venir. La Fed dit toujours qu'on peut l'éviter, mais surtout un environnement de stagflation, à savoir inflation élevée, croissance nulle, voire molle, qui ne serait vraiment pas profitable à l'environnement des marchés actions. Côté graphique, juste un seul graphique à vous présenter aujourd'hui. Je pense qu'on aura un peu plus de graphiques macro, notamment après la réunion de la Banque Centrale Européenne demain et des données concernant l'inflation américaine. En tout cas ici, c'est un sondage qui a été réalisé auprès d'investisseurs, je dirais, de gérants de fonds, donc des investisseurs professionnels. Et la technologie et les crypto-monnaies, globalement, sont très vulnérables maintenant que la Fed réduit son bilan. Pour rappel, le début du mois de juin a marqué la réduction du bilan de la Fed qui est quand même monté à 9 000 milliards de dollars. La Fed prévoit de réduire dans un premier temps, je crois, de 47,5 milliards de dollars par mois ses actifs, et ensuite on passera, il me semble, à 90 milliards de dollars par mois. Donc 47,5 sur les 3 premiers mois, et ensuite 90 milliards. Et donc selon cette enquête, réalisée auprès de 700 gérants, je crois, les actions technologiques et les jetons numériques sont quand même les plus exposés au resserrement quantitatif. Forcément, ces deux catégories d'actifs sont quand même assez sensibles au risque. Et je trouve que ici, j'aurais presque mis, pour ma part, les cryptos en premier. On voit que les valeurs technologiques, forcément, avec le resserrement monétaire et notamment l'envolée des rendements obligataires, on a eu quand même une grosse sous-performance du marché américain, mais du marché des valeurs de croissance. Mais si on décortique un peu de plus près,
on voit surtout les cryptos quand même, le bain de sang qu'on a laissé sur les cryptos. Un Bitcoin qui perd quand même plus de 50% depuis quasiment son sommet historique, et certains altcoins qui sont déjà en chute de moins 80%. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les cryptos ont commencé à lâcher, je dirais, lorsque les marchés ont commencé à anticiper le resserrement monétaire. Début novembre 2021. C'est ici le sommet qu'on a eu sur les cryptos. Ça fait quand même quasiment 6 ou 7 mois qu'on a une purge sur l'ensemble de ces classes d'actifs. Et donc à peine on a parlé de resserrement monétaire, de hausse des taux, que les cryptos ont déjà vraiment lâché, alors que les techs, il a fallu attendre des messages agressifs de la part de la Fed et une volonté forte de vouloir contrôler l'inflation via des hausses consécutives de taux. Donc c'est vraiment à partir de début janvier qu'on a eu vraiment un sell-off sur les valeurs technologiques, alors que sur les cryptos, ça avait commencé déjà à la fin de l'année 2021. Pour l'heure, bon, bien évidemment, ce sont deux classes d'actifs à risque, dont l'une quand même a besoin de mûrir, de croître, car on assiste quand même toujours à des drawdowns assez impressionnants. Comme je vous le disais, si on a l'Ethereum et le BTC qui ont perdu un peu plus de 50%, on a quand même des cryptos qui ont perdu 80 voire 90% de la valeur en l'espace de 7 mois. Donc forcément, tant que la Banque centrale, tant que les banquiers centraux continueront leur programme de resserrement monétaire, eh bien, il est difficile dans ce contexte d'avoir une véritable reprise haussière sur l'ensemble de ces actifs. Lorsque les banquiers centraux nous diront c'est bon, le job est fait, on peut commencer à lever le pied, alors je pense qu'on aura ce fameux signal pour revenir plus sereinement sur ces deux classes d'actifs. Concernant la partie technique, direction le CAC, et rien n'a changé sur notre indice français. On est toujours dans un range technique entre 6570 et 6415 points. Bref, pas grand chose à faire, à part pour les traders intraday qui ont réussi à se positionner soit en haut, soit en bas. La stratégie n'a pas changé depuis 2 semaines. On allège en haut, on achète en bas, et on attend la cassure, en espérant être positionné dans le bon sens si on a une sortie par le haut ou une sortie par le bas si on a vendu en haut. Voilà le plan. Pour l'instant, pas grand chose à faire, pas beaucoup d'amplitude. Comme je vous le disais, les dernières nouvelles ne sont pas forcément bonnes, avec les révisions à la baisse des bénéfices, les révisions à la baisse de la croissance économique mondiale. Bref, difficile d'avoir un marché qui poursuit ce rebond. Reste à savoir maintenant comment les marchés vont interpréter les messages demain de Christine Lagarde. Et donc, à mon avis, on aura un mouvement directionnel après la réunion de la BCE. Donc pour l'heure, j'estime qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sauf si vous êtes positionné à l'achat ou à la vente sur la borne haute suite à l'avalement baissier ici. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut aller chercher les 6415, venir chercher, prendre appui sur notre MM50. Je vais prendre cette mèche dans un premier temps. On pourrait avoir une oblique ici, peut-être en début de canal. Ouais, un canal haussier. On est dans un canal haussier. Bon, pour moi, on a la formation d'un double top, potentiellement un range. Comme je vous le disais, le plan baissier restera la cassure des 6415. Dans ce cas-là, mise en place d'un plan short pour viser 6310 et 6150. A l'inverse, si on parvient finalement à casser les 6570, eh bien, objectif, nouvelle jambe de hausse vers les 6670 points. Voilà le plan et les grandes lignes pour l'indice CAC 40. Concernant le DAX,
c'est exactement la même chose, seulement que le range ici, on a eu un excès haussier, on a de nouveau réintégré. On pourrait presque réajuster ce range. Bon, le schéma est le même que sur le CAC 40. Bien évidemment, je préfère la configuration du CAC 40 car on a quand même la formation d'un double sommet. Là, ici, il n'est pas aussi beau que sur le CAC. Néanmoins, je pense que c'est la même chose sur le DAX. La cassure des 14 334 devrait permettre une accélération baissière en direction des 14 130. A l'inverse, si la hausse se poursuit, toujours, j'estime qu'on est dans un range de long terme et je serais intéressé pour commencer à chercher des ventes vers cette grosse zone. 14 800, 14 900. Pour moi, c'est la fameuse zone de polarité, le support qui a tenu le marché pendant un an ici. On est revenu tester avant de retomber. Et donc là, ce serait la même chose. Gros range de consolidation. Là, on est dans un range intermédiaire, on hésite. L'idéal pour moi, c'est vraiment de venir chercher ce niveau-là, proche de l'AMM 200, pour mettre en place une vente et avoir un énorme range de consolidation pour les semaines, voire même les mois à venir. A l'inverse, comme je vous le disais, mettre en place un plan baissier à la cassure des 14 330. En tout cas, le plan vendeur est quand même plus propre sur le CAC que sur le DAX. Néanmoins, si l'indice revient sur ce niveau-là, effectivement, j'estime qu'on a une zone très intéressante pour commencer à mettre en place des ventes en swing. Concernant le Dow Jones, le range, même constat finalement, c'est partout la même chose. Grosse phase d'hésitation du marché, le marché en veut plus finalement. Il nous faut de nouveaux catalyseurs, il nous faut du carburant. Et là actuellement, eh bien, dans l'attente de carburant, eh bien, on consolide dans un range. Donc effectivement, en cas de bonnes nouvelles, peut-être qu'on va réussir à s'extraire par le haut, aller chercher l'objectif théorique de ce range aux alentours des 33 800. En revanche, si on est maintenu en échec, déception, message trop strict de la part de la BCE, inflation qui ne ralentit pas finalement, eh bien, gros risque d'avoir une nouvelle jambe de baisse, une reprise de la dynamique baissière pour venir combler ce gap. Là, le plan reste le même, phase de trading range, comme pour le CAC. Voilà. Donc sur signal en haut à la vente, achat sur signal en bas, et surveiller la cassure. Effectivement, si on sort par le haut, on peut aller chercher 33 800. A l'inverse, une cassure par le bas renverrait les prix par ici, vers les 32 000, pour venir combler le gap. Le scénario est exactement le même que sur le CAC 40. Si on regarde les futurs maintenant, on est plutôt sur un canal baissier. Ça tient toujours ce niveau intermédiaire. Effectivement, si je mets l'Ichimoku, on a de nouveau une cassure Tenkan Kijun ici. Shiku était presque libre de tout obstacle au moment de la cassure. Non, c'était ici. Donc finalement, ça s'est fait en deux temps. Il y a eu deux bougies vertes ici. Donc la grosse verte, c'était ici. La deuxième verte là. Et après, stabilisation. Donc au moment de la cassure Tenkan Kijun, finalement, Shiku n'était pas libre de tout obstacle. Donc pattern pour moi qui n'est pas complet. Et parallèlement, vous voyez que le nuage ici a twisté. Généralement, la cassure Tenkan Kijun, il faut que le nuage soit bien orienté à la hausse ou à la baisse. Et Shiku libre de tout obstacle. Là, Shiku n'est pas libre. Et en plus de ça, le nuage a twisté, ce qui indique généralement une pause dans la hausse. Une pause, une phase de stabilisation, de latéralisation, de consolidation. Ici, pour le coup, j'ai le sentiment qu'on est un peu dans un canal. Enfin, sur le cash, c'est très propre. On est vraiment dans un très beau range. Voilà pourquoi je vous dis, basez-vous surtout sur le cash pour délimiter vos niveaux d'intervention. Et sur les futurs, effectivement, le sentiment qu'on est plus dans un canal baissier. Bon, si on parvient à s'extraire par le haut, toujours les objectifs restent les mêmes,
mais je préfère là pour le coup rester sur le cash où on a vraiment une belle borne haute, belle borne basse, les niveaux sont très propres, très précis, et donc voilà, il suffit de travailler vraiment ces niveaux à l'achat et à la vente, travailler ce range pour intervenir très sereinement. Si vous êtes moins à l'aise avec le trading range, eh bien attendez la cassure, attendez les prochains catalyseurs, à savoir la BCE et l'indice des prêts à la consommation à 14h30 vendredi. Mais globalement, comme sur les indices européens, poursuite de la consolidation dans l'attente des prochains catalyseurs. L'euro-dollar. L'euro-dollar qui reprend un peu de hauteur. On a toujours en place un plan vendeur. On ne craint rien de toute façon, puisque une prise de bénéfice a été effectuée, comme toujours. Par conséquent, si ça sort par le haut et qu'on est stoppé, eh bien, il y a zéro perte. Donc je garde quand même ce plan vendeur. Sait-on jamais si finalement Christine Lagarde pratique encore un peu la politique de l'autruche, ne prévoit pas de hausse de taux, de tour de vis monétaire très strict dans les semaines, enfin dans les mois à venir. Peut-être que l'euro finalement, déception des opérateurs et le dollar va continuer à se renforcer. Pour moi, je repasserai vraiment acheteur sur l'euro. Voilà, si on sort par le haut de ce canal et qu'on parvient à s'extraire par le haut et à casser surtout les 1,0775. Voilà. Pour l'instant, ça reste, c'est ultra baissier. Là, on a un début de reprise haussière, certes, mais il faut transformer l'essai. Donc, on se fera, le stop sera touché, mais on pourra repasser à l'achat plus sereinement pour viser les 1,09 et les 1,010. Là, pour l'instant, les vendeurs gardent la main. On reste aussi dans un range. Si on casse les 1,0630, on devrait aller chercher notre TP2 à 1,0520. Pas d'inquiétude, on verra ça à mon avis vendredi, surtout après le discours de Christine Lagarde. À mon avis, je ne pense pas qu'on va avoir une sortie par le haut de ce canal d'ici demain avant la BCE. Mais en tout cas, le risque, lui, est annulé. Donc, voilà, celles et ceux qui avaient été vendeurs ici, normalement, ont pu financer ce stop loss. L'USD Yen, on accélère, on peut encore remonter les stops. Si certains veulent prendre des bénéfices, allez-y. C'est pas interdit. On a une belle poussée encore aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ça reste quand même les 135. C'est le niveau à aller chercher, le TP2. TP2, voilà. C'est ce niveau-là, tout simplement. 135, 134,85. Voilà. Pour moi, on a vraiment un très beau niveau. Allez, 134,40. Si on prend cette mèche, mais là, ici, c'est vraiment le niveau des 135. Et en prenant les clôtures, 134,60. Ok. On va arrondir un peu cette zone. Voilà notre zone. Et le TP final à aller chercher. On a eu un beau rallye haussier. On peut encore remonter les stops. Là, c'est un stop win de toute façon. Si certains veulent prendre leur TP parce que c'est trop dur d'attendre encore 70 pips, pourquoi pas? C'est pas interdit. L'idéal, c'est d'aller chercher la zone. Il n'y a rien entre temps ici. Donc voilà le plan. Soit vous sortez maintenant, vous prenez la totalité de vos bénéfices, soit si certains le souhaitent, eh bien, gardent un reliquat et espèrent qu'on peut aussi aller plus haut. Hein. Moi, j'ai comme TP2 les 135, mais quand je vois la force du dollar yen, on peut véritablement accélérer en direction des 138. Donc, on est peut-être des bénéfices maintenant, remonter le stop loss, et puis pourquoi pas garder un petit reliquat, 10-15% de la position, et puis laisser vivre cette position pour savoir si le marché a suffisamment de force pour aller chercher 138 et peut-être 140. En tout cas, voilà, on a eu un beau trade swing, un objectif majeur a été atteint. L'idéal quand même est d'aller chercher le haut de la zone à 135, 134, 60. Le marché est très fort, hein. Je vous parlais hier justement qu'on remontait le stop ici, au cas où on aurait un pullback sur l'ancienne résistance devenue support. Finalement,
pas du tout, c'est reparti direct, on a fait les 132,50 et on part directement en direction des 135. Donc il y a vraiment une force acheteuse à ne pas négliger sur cette paire. Donc, voilà pourquoi je suis vraiment optimiste pour la suite. On approche d'un gros niveau, mais si derrière, pareil, ça casse, il y a de la place pour aller chercher vraiment plus haut sur cette paire. Donc là, pareil, je pense que vous pouvez remonter votre stop ici et le mettre sous la zone, sous la résistance ici. Et puis si certains sont vraiment frileux, et ben vous remontez sous la Tenkan 4 heures. Mais l'idéal pour moi, c'est de remonter sous cette zone, laisser remonter tranquillement à la MM50. Après, je vous cache pas que je vais quand même guetter la divergence. À mon avis, on va former une belle divergence derrière baissière hebdomadaire. Donc là, on est sur un début de divergence. Donc à mon avis, il y aura pareil à prendre un joli trade swing à la vente lorsque le marché aura totalement intégré les hausses de taux à venir de la Fed et totalement pricé la réduction du bilan aussi à venir. Donc là, au moins, ça permettra d'avoir un joli repli sur cette paire. Le NZD-USD, pareil, on a toujours une position à la vente sur ce marché. On a déclenché le double top hier. Peut-être que certains ont réussi à attraper sur pullback. Je vous disais d'attendre éventuellement un pullback avec le stop loss. Bon, on a du mal à casser ce niveau de support intermédiaire, les 0,6430. J'ai pas été fan du pullback hier, effectivement. J'ai eu peur qu'on ait une fausse cassure. C'est vrai qu'ici, cette bougie est un peu violente. On avait placé le stop loss ici. Bon, on n'a pas d'accélération. J'ai mis une oblique. Ici, j'aurais préféré un pullback plus léger. Là, le fait qu'on ait réintégré la ligne de coup avant de retomber, ça me laisse un peu perplexe pour accélérer véritablement à la baisse. Donc, à surveiller quand même. Et je pense que si vraiment on casse cette oblique, pas hésiter à déboucler la totalité de la position. Voilà, pour moi, j'ai mis cette oblique ici. Je me dis, bon, ok, voyons voir si le marché c'est juste fait une grosse remontée pour venir chasser les stops qui étaient trop près avant de retomber. Et si on réintègre de nouveau et qu'on casse l'oblique, je pense qu'il sera préférable de déboucler la position, de ne pas rester en mode espoir en se disant le marché va retomber, le stop va pas être atteint. Non, il faut limiter la casse, limiter les dégâts et limiter notre risque, gérer notre exposition au risque. Donc là, pour l'instant, ça tient, c'est pas invalidé, mais il faut vraiment qu'on casse les 64,30 pour accélérer enfin à la baisse. L'Eurocad, rappelez-vous, je vous parlais de l'Eurocad et de son range. Malheureusement, on n'avait pas eu de signal baissier pour vendre sur la borne haute. Pour le coup, on a eu quand même une belle rotation des prix vers la borne basse. On est toujours dans un range et on est venu chercher la borne basse. Ici. Donc là, pareil, stratégie de ping-pong à mettre en place. Tant que la borne basse ne cède pas sous la pression vendeuse, ce qui m'embête effectivement, c'est le fait d'avoir la BCE demain. Est-ce qu'on aurait une marge de manœuvre suffisante pour protéger le trade? Je ne sais pas. En tout cas, certains, les plus expérimentés, peuvent tenter, dans le sens où la configuration graphique est quand même assez belle, je trouve. On a un magnifique avalement sur la borne basse, ici. Belle bougie flux, vous voyez, bel avalement haussier. Donc ça, c'est vraiment un bon point donné 4 heures. Et derrière, divergence haussière qui va se valider d'ici 25 minutes. Et là, tac, elle est validée. Donc, belle petite divergence haussière, mais elle est validée. Voilà. Divergence haussière, avalement haussier, validé. C'est très tentant. C'est très tentant. Pour moi, on a un joli signal sur un niveau clé, sur un pas de range, avec un stop loss à placer sous les plus bas. Donc, juste ici. 1,33, 1,33,77, ça me semble pas mal. Objectif. Aller chercher TP1, TP2. Prenez une...
pas un conseil, mais étant donné qu'on a la BCE, surveillez votre exposition. Euh, je trouve le setup très beau. Ce qui m'embête, c'est d'avoir la BCE demain. Effectivement, si on a une marge de manœuvre suffisante d'ici demain, peut-être qu'on pourra se mettre à break-even. Sinon, prenez, voilà, splittez un peu la position comme sur l'AUD NZD. Prenez qu'une petite position, car ce serait dommage d'avoir un faux signal avec la BCE derrière et que ça retombe. Là, pour l'instant, la configuration est idyllique, je trouve, vraiment parfaite. Mais le risque, c'est d'avoir une déception demain avec la BCE si elle est amenée à plomber l'euro. En tout cas, partant du principe voilà, qu'on fait abstraction de la BCE, on a quand même un très joli setup de trading sur cette paire. L'AUD NZD, c'est vrai qu'en ce moment, pas mal de plans sur le Forex. D'habitude, je n'ai pas une revue de marché aussi longue, mais on a beaucoup d'actions sur le Forex. Donc il faut en profiter. Quand c'est pas les indices, c'est le Forex. Quand c'est pas les cryptos, c'est les matières premières. Bref, là on a pas mal de flux, d'actions, de choses intéressantes. Alors que sur les indices, il se passe pas grand chose. Là sur le Forex, ça devient sexy, c'est plaisant. En tout cas, donc il faut profiter de ces départs de flux, là où il y a de l'action. On a des marchés qui sont difficiles, complexes, et qu'on a vraiment des jolis setups qui se mettent en place, des départs de flux, de l'action, des volumes. Il faut vraiment profiter de ces phases de marché pour faire de la performance. Donc là, pareil, en fait, suivi du plan, on remonte le stop toujours. Certains ont pris leur bénéfice ici sur le TP1. On remonte le stop. Je pense qu'on peut le mettre ici. Je vais regarder où est ma moyenne mobile. 4 heures. Ah, c'est encore un peu léger. C'est encore un peu léger. J'aime bien le fait qu'on ait cassé la résistance. On va remonter le stop. Ici. Déjà, le stop loss est à break-even normalement. Alors, on va mettre le stop loss à break-even. Logiquement, on va mettre le stop loss à break-even. Logiquement, c'est par ici. Je vous avais parlé de la cassure. Si certains ont réussi à avoir ce repli, normalement, l'entrée a dû être faite. Voilà, vers les 1,0610. Peut-être que certains ont réussi à avoir plus bas, mais je vais dire partir du principe que le stop loss est par ici. Donc, il y a eu un petit TP1 de prix ici. Mise à bas du stop, comme ça, pareil. On gère son money management. Et TP2, 1,1246. Donc là, bon point. Hier, clôture sous résistance. Ce matin, on tente la percée. Si on clôture en données daily au-dessus de ce niveau, c'est de bonne augure derrière pour aller chercher notre TP2. Le gold, passez votre chemin, comme toujours, rien à faire. Voilà. C'est pour ça qu'il faut profiter vraiment de ces phases d'action qu'on a sur le Forex actuellement. On a beaucoup de range. Regardez, les cryptos, on végète dans un range à la fois léthargique, sans vie. Le gold, c'est pareil. Le CAC, c'est pareil. Le Dow Jones, c'est pareil. Donc si vous êtes un trader de range, c'est parfait. Si vous êtes à l'aise avec cette stratégie, tant mieux pour vous. Mais si vous aimez plutôt les départs de flux, les mouvements directionnels, là où il y a de l'action, prendre le train, eh bien en ce moment, il faut clairement aller sur voilà, les paires de Forex, USD-NZD, USD-Yen. Bref, on a des départs de flux qui sont quand même intéressants et qui peuvent vous permettre de faire de la performance dans ce marché, comme je vous le disais, quand même difficile, complexe. Et voilà, faut se battre tous les jours face à ce marché qu'on a actuellement depuis plusieurs mois, extrêmement volatile et nerveux. Donc là, même constat, un range, encore une fois. Donc malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur cet actif. Rien n'a changé, on est toujours dans un range. Le milieu de range, c'est les 1850. Un niveau technique clé. On voit que sur ce niveau, c'est la machine à laver, la grande bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Pour moi, en trading, il n'y a rien à faire sur ce niveau. L'idéal, comme toujours, est d'attendre un retour sur la borne basse ou une cassure de la borne haute pour aller chercher les 1890. Je pense qu'on va rester dans ce range, à mon avis, jusqu'à la BCE demain. Mais surtout, je m'attends à un mouvement directionnel vendredi. Voilà. C'est vendredi qu'il faudra guetter l'or. À mon avis, avec la publication de l'inflation, on devrait avoir un départ de flux. Mais sinon, achat en bas. Si on casse la borne basse, on attendra un retour sur les 1800.
Si finalement on parvient à s'extraire et à casser les 1870, pourquoi pas tenter un achat de court terme pour reconquérir les 1890, les MM50, et après, j'ai envie de dire, et plus si affinité, si on parvient à s'extraire par le haut de ce canal. En tout cas, le gros pivot clé pour enfin entamer une reprise haussière, ce sera la cassure des 1890. Donc, sur de la MM50, sortie par le haut du canal, percée dans le nuage. Pour l'instant, reprise haussière, rebond plutôt, indécision de la part du marché. Si on retombe, on attend les 1800. Les acheteurs, pour moi, montreront vraiment de la force et l'envie de reprendre de la hauteur si on break les 1890 $. Pour l'heure, travailler ce range de très court terme. Le Brent, suspense, va-t-on réussir à casser et à breaker la borne haute de ce range? Pareil, ici, pas grand chose à dire, finalement, rien n'a changé depuis plusieurs séances. On monte en dents de scie, en crabologie, mais les acheteurs gardent toujours la main et je ne vois aucun signe de ralentissement sur le pétrole Brent et sur le pétrole WTI. Par conséquent, je continue d'avoir un biais haussier et j'estime que le marché a clairement les capacités de déclencher une nouvelle jambe de hausse en direction des 130 $. Voilà. Donc là, à surveiller. Ce serait dommage d'avoir une cassure de ce niveau avec une bougie qui n'a pas de corps, qui manque de peps. J'aurais plus de mal à être acheteur, mais bon, on peut continuer à monter en fait en crabologie, comme ça, comme ça, comme ça, avec des petites bougies, mais grappiller quelques points et continuer d'accélérer. Là, j'ai beau basculer sur toutes les unités de temps, comme je vous le disais, ça reste haussier. Hebdo, daily, 4 heures, horaire, canal haussier. Bon, là, une tentative de cassure en données 4 heures, effectivement, on a un début de quelque chose. J'aimerais quand même une clôture daily pour moi, pour confirmer la sortie par le haut de ce range. Et si c'est le cas, comme je vous le disais hier, il y a de la place pour aller chercher la borne haute de ce canal. Et par conséquent, aller chercher les 130 $. Donc, mise en place peut-être d'un joli plan swing derrière sur le marché pétrolier. Et ça, c'est un point négatif pour l'inflation. Car si on suit la logique, il faut que tout le monde contribue à la baisse de l'inflation. Et le secteur de l'énergie, que ce soit le gaz naturel et le pétrole, ont quand même été l'un des plus gros contributeurs de la hausse des prix. Et là, on n'observe aucun ralentissement. Voilà pourquoi le pic d'inflation me semble délicat actuellement. Le light, c'est la même chose, mais là, je m'attends à la cassure des 121. On travaille ce niveau depuis un petit bout de temps. Si on parvient à casser, il y a de la place pour retourner sur les 130, pareil. Mais on a une hausse en dents de scie, même constat. C'est exactement la même chose que sur le Brent. On monte doucement, on fait de la mèche, mais il faut mettre des stops un peu larges. Mais effectivement, pour l'instant, ça reste haussier. J'ai beau basculer sur les unités de temps inférieures. C'est mou, je vous l'accorde. On monte doucement, mais sûrement. Je vois aucun signal baissier, aucun signal de retournement, aucune faiblesse du marché. On a un marché qui est en mode tortue, qui monte doucement, mais sûrement, en direction des prochaines résistances. Donc, pour l'heure, voilà, les acheteurs ils gardent la main sur ce marché. Je trouve la configuration du Brent plus propre que sur le WTI actuellement, mais la dynamique reste la même. Le canal aussi est plus propre. J'ai dû le réajuster. Peut-être que j'ai un biseau. Certains y verront peut-être un biseau. Ouais,
c'est les 121, donc évidemment, si on a une sortie par le haut du biseau, ce serait quand même assez. Ça montrerait vraiment de la force par le bas, surtout un biseau ascendant. Généralement, on s'attend à une sortie par le bas des biseaux ascendants, des biseaux descendants, une sortie par le haut. Là, on est sur un biseau ascendant, et donc une sortie par le haut enverrait quand même un signal de force assez important. Les cryptos, pour terminer, mais très rapidement, puisque même constat. Ne passe toujours rien sur ce marché, c'est complètement léthargique. On tient la zone mensuelle, encore une fois, mais voilà, passez votre chemin, allez là où il y a du flux, allez là où il y a de l'action, et évitez de vous prendre les pieds dans le tapis pour avoir des rotations même pas complètes à l'intérieur de ce range. On aura un beau range, pourquoi pas, je vous dirais, on a un trading assez facile, on paye en bas, on achète, on paye en bas, on vend en haut, on aura un trading assez facile. Là, on n'a pas de jolie rotation complète, partielle, on n'arrive même pas à revenir complètement haut, ni même complètement bas, on a ce qu'on appelle un range larvé. À mon avis, pareil, ici, il va falloir attendre. Je ne dirais pas la BCE, parce que je ne m'attends pas à grand chose de la BCE demain, mais peut-être que les chiffres sur l'inflation, mais surtout la Fed, devraient donner un peu plus de visibilité sur le secteur des crypto-monnaies et sur les valeurs technologiques derrière. Pour moi, le catalyseur surtout à surveiller, ce serait la réunion de la Fed la semaine prochaine qui devrait permettre de sortir de cette phase de compression qu'on a sur le marché. Donc ici, rien n'a changé, cassure par le bas des 28 000, je viserai 24 000. Voilà, qu'on vienne combler le gap laissé ouvert sur les contrats CME, aux alentours de 24 000, 24 200. Et à la hausse, j'attendrai qu'on break ma MM50 pour viser les 37 000 $. Voilà le plan sur les cryptos, qui n'a pas changé depuis plusieurs semaines. L'Ethereum, on est toujours en place avec cette stratégie suite à cette divergence haussière. Malheureusement, j'ai le sentiment que ça ne part pas et j'ai presque envie de déboucler la position car c'est pas normal qu'on n'ait pas eu un départ de flux. Généralement, une divergence haussière, ça peut mettre un peu de temps, mais ça part au bout d'un moment, elle commence à s'essouffler. Vous voyez, si ça retombe et que ça casse mon oblique, invalidation. Pas besoin d'attendre d'avoir le stop loss touché, on aura une invalidation de la divergence. Donc là, plutôt le sentiment que cette divergence a marqué un creux de marché, une phase de stabilisation, plutôt qu'un retournement de court terme. Bon, la configuration était propre, on est rentré. Si certains veulent déboucler cette position en revenant sur leur prix d'équilibre, pourquoi pas. Si d'autres plus téméraires préfèrent rester en position car ils estiment que la zone mensuelle n'a pas cédé sous la pression vendeuse et qu'un rebond est envisageable, c'est aussi acceptable comme argument. Et donc ici, la stratégie reste la même. Si on parvient à reprendre un peu de hauteur, je viserai 2335, 2500, comme toujours. Et si finalement la divergence est invalidée et que ce niveau de support cède, eh bien comme pour le BTC, il ne faudra pas se précipiter et attendre tranquillement un retour sur les 1412, 1380 pour de nouveau chercher des achats, à savoir l'ancien plus haut historique sur l'Ethereum. Voilà le point complet sur les cryptos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés, gérez aussi bien votre exposition avant la Banque Centrale Européenne demain. Et on se retrouve à partir de demain donc pour un nouveau point complet sur la planète finance.